Pouvez-vous vous présenter? Je réponds au nom de Kwakwa Nkakala Faustin. Je suis professeur d'institut supérieur et universitaire. J'ai été élu député de Féchy, de la circonscription électorale de Féchy. J'aimerais toujours le dire que, mais malheureusement, invalidé injustement par la Cour constitutionnelle, alors que j'étais proclamé par la CENI. Actuellement, je suis secrétaire général adjoint du parti ECID, Engagement pour la citoyenneté et le développement, du président Martin Fayulu, président élu de la République démocratique du Congo. Quant à nous sommes contents de vous retrouver, par exemple, aujourd'hui, là, pour parler des différents sujets d'actualité. On va commencer avec la prestation de serment du procureur près de la Cour constitutionnelle qui venait d'intervenir au sein de l'Assemblée nationale. On a vu le président participer à cette cérémonie. Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui qu'il y a un état de droit qui s'instaure au pays? Non, ce n'est pas parce qu'il y a eu prestation de serment que d'office on peut en conclure par l'existence d'un état de droit. C'est-à-dire que la prestation de serment, c'est tout simplement une procédure légale qui se fait pour les hauts magistrats. Avant d'entrer en fonction, ils doivent prêter serment. C'est ça qui venait de se faire. Puisqu'il a été nommé récemment, c'est tout à fait normal qu'avant de prester, qu'il puisse procéder à une prestation de serment. C'est ça qui a été fait. Mais établir un lien de causalité entre les deux, non, pas du tout. Ce n'est pas une façon de restaurer la justice en nommant par exemple des nouvelles figures au sein de la Constitution? Bon, je ne saurais pas, c'est comme ça que j'ai dit. Moi, je n'établis pas un pont causal entre ces deux faits. Probablement, si le président, si M. Félix a voulu nommer de nouveaux magistrats, c'est pour contrebalancer un peu l'équilibre entre ceux qui étaient là, qui sont pratiquement nommés par M. Kabila, et que lui aussi devait se choisir des gens de son obédience peut-être pour essayer d'équilibrer, c'est tout simplement ça. Quant à l'état des droits ou la restauration de la justice, c'est à travers les actes qu'ils vont poser que nous aurons à nous prononcer, pas tout simplement à partir des nominations. Les actes ne sont pas à manquer. On a vu tous avec vous l'interpellation et l'arrestation provisoire, par exemple, de Vital Kamerhe. N'est-ce pas ça une preuve tangible? Vous savez, l'arrestation de Vital Kamerhe, évidemment, c'est un bien pour toute la population congolaise. Les gagnants dans cette affaire, c'est la population. Parce que depuis l'affaire, vous vous souviendrez des 15 millions perdus au niveau de l'État. Il y a eu des manifestations. Moi, je me souviens avoir accompagné les CLC devant la cour, le palais de la justice, pour réclamer que justice soit faite. Et après ce dossier de 15 millions, on a commencé à entendre des détournements, surtout qu'on a vu que l'argent était décaissé, mais les travaux n'avançaient pas. C'est la population, les organisations de la société civile qui ont commencé à dénoncer ces choses-là. Et la pression était tellement forte que finalement, il fallait que la justice intervienne. C'est comme ça que ces choses-là se sont faites. Et je me suis dit, je me demande toujours s'il n'y avait pas cette pression-là du côté population ou du côté des organisations, est-ce qu'aujourd'hui Vital serait dans... M. Kamerhe serait dans le barreau, au niveau de la prison, et je m'étonne bien. M. Vital Kamerhe, une troisième audience va intervenir déjà demain. Quelles sont vos impressions par rapport aux deux premières audiences? Est-ce qu'il y aura une issue favorable pour la population ou M. Kamerhe, par son éloquence, sa façon de parler devant les publics, va finir par recevoir ou obtenir une liberté provisoire? L'éloquence ne vous donne pas nécessairement raison. On n'a pas raison parce qu'on articule très bien sa langue, son discours. Non. La justice se fait sur base de preuves qu'on apporte pour dire, voilà, il y a telle allégation contre moi, et qu'est-ce que je montre, je donne comme contre-vérité pour pouvoir dire que non, je ne suis pas coupable. C'est de ça qu'il s'agit. Or, dans ce qui s'est passé, ce que nous avons entendu, M. Kamerhe pouvait beau parler, je lui reconnais cette facilité d'utiliser la langue française, de s'exprimer en français, mais ce n'est pas, il n'a rien dit, il n'a pas répondu aux vraies questions qui lui ont été posées. Et je me dis que pour avoir instruit les dossiers pendant
je ne sais pas combien de jours, et que le ministère public décide de pouvoir transférer cette affaire au niveau du tribunal, ce n'est pas une mince affaire. Donc ils ont effectivement des preuves accablantes contre lui. Donc nous disons, le peuple congolais doit être mis à sa place, dans ce sens qu'il faut que cet argent qui a été destiné à construire des œuvres sociales, des choses sur les infrastructures routières, puisse effectivement, ou des maisons, puissent être restituées au peuple congolais. Donc le peuple doit se retrouver dans parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Et je pense que les gagnants seraient le peuple congolais si le ministère public qui nous a fait voir qu'il y avait des soupçons pesants sur M. Kamere et toute son équipe, qui a instruit les dossiers, qui a fait voir des virements, des montants colossaux d'un compte à un autre, des achats de maisons qui constituent déjà des preuves, de petites filles qui ne travaillent pas, qui arrivent à acheter des maisons de plus de centaines de milliers de dollars. Mais d'où allait venir cet argent s'il n'y avait pas eu manipulation, s'il n'y avait pas eu détournement de ce qui était destiné à ces travaux-là de 100 jours. J'ose croire, moi, que le ministère public a des preuves vraiment accablantes contre eux et que le peuple congolais n'attend qu'une chose, que la justice soit faite. Je veux bien que nous puissions parler de la présomption de l'innocence. Je ne veux pas empiéter là-dessus, mais quand même, je pense avoir quand même, en tant qu'intellectuel, je ne parlerai pas en termes de confiance, quand même après analyse, si un ministère public arrive à porter ces choses-là au tribunal, c'est qu'il y a quelque chose auquel il faut s'attendre. Donc, compte tenu de ça, il me semble qu'il faudrait que le peuple puisse être satisfait dans le jugement qui sera rendu. Dossier 100 jours qui oppose Vital Kamerhe au ministère public. Nous avons tous assisté à la mort tragique du juge-président qui avait en sa possession ces dossiers et après des examens, l'autopsie prouve qu'il est mort du poison. Quel est votre avis en tant qu'incidé? Bon, dans un premier temps, j'ai suivi la radio Okapi qui a parlé effectivement du résultat qu'eux possédaient, à travers lesquels le médecin qui a fait l'autopsie conclut par un empoisonnement dont le juge a été victime. Mais hier soir, sur Top Congo, j'ai entendu les responsables de l'association syndicale des juges de la magistrature dire que non, à leur niveau, ils n'ont pas encore eu une attestation en bonne et due forme officielle qui atteste que voilà, le juge a été empoisonné. Alors quand vous êtes devant ces deux versions de fait, il est un peu difficile de se prononcer. Quelle est la vérité sur la situation après autopsie? Bon, je préfère dire, je ne sais pas encore, peut-être que nous puissions attendre ce qui sera donné officiellement comme résultat de l'autopsie qui a été faite. S'il s'avère que le juge a été effectivement empoisonné, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire sinon condamner de telles attitudes, de telles manières de faire? C'est une entorse grave vis-à-vis du déroulement de la procédure judiciaire. C'est une atteinte à la vie de quelqu'un, donc qui est aussi quelque chose de condamnable, et surtout une pratique au niveau de l'action politique dans notre pays qui ne peut pas être acceptée. Donc c'est vraiment des manières d'être et de faire qui sont condamnables, et nous ne pouvons pas comprendre que les gens n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités ou la responsabilité des actes qu'ils posent. Et quand on le rend au niveau de ce que nous appelons la vérité ou la justice, alors on recourt à des procédures qui sont de nature inacceptable. Voilà. Donc, on a l'impression qu'au Congo, les gens sont tellement habitués à des antivaleurs,
Les gens sont tellement habitués à des tricheries, à des corruptions, que celui qui dit la vérité devient l'homme à abattre. Et pour l'abattre, tous les moyens sont possibles et utilisables. Ça, c'est inacceptable. Donc, on ne peut pas construire un pays en recourant toujours aux choses mauvaises, aux antivaleurs. Ça, nous ne pouvons pas admettre. Quelqu'un qui pose un acte, il doit assumer. Il doit assumer les conséquences des actes qu'il pose. Et celui qui vient dire que vous n'êtes pas dans un droit chemin, ne devient pas le mauvais à abattre. Parce que vous devriez savoir, vous-même qui avez posé l'acte, qu'en posant cet acte, il y avait tel risque que je pouvais encourir. Et du moment où les risques à encourir deviennent probants, alors il ne faut pas aller s'en prendre à celui qui dénonce, qui dit que voilà, ce que vous avez fait là n'est pas bon. Donc nous sommes là devant une manière d'être et de faire qui consiste à refuser la vérité, à refuser la justice. Et quand on refuse la vérité, on refuse la justice, on ne peut pas construire la paix. Non. C'est comme ça, d'ailleurs, vous avez entendu un des avocats de la République relever quelque chose, une déclaration faite un peu comme ça en cachette par M. Kamere, que je veux mettre le feu. Voilà. Ça, quand M. Kamere, admettons que ça s'établisse qu'il a détourné les 30 ou 40 millions de dollars avec les autres là. Est-ce qu'il peut nous dire, avec certitude et preuve, de ces 40 millions, qu'est-ce que la population qui vous tienne a bénéficié? Qu'est-ce que les gens du village dont il est originaire ont tiré de ces montants-là? Maintenant, quand vous êtes poursuivi par la justice, vous allez prendre ces gens-là, les instrumentaliser pour qu'ils deviennent ceux qui défendent votre cause, alors que la cause qui est la vôtre, c'est une cause contre l'avenir de la nation, contre les biens de la nation. C'est une irresponsabilité grave. Et c'est là où j'en appelle au peuple congolais. Encore une fois, il ne faut pas se situer par rapport aux convenances tribales, ethniques, ainsi de suite. Non. Les hommes politiques qui volent, les hommes politiques qui trichent, ils trichent pour eux-mêmes, ils volent pour eux-mêmes. Ils ne viennent pas dans vos maisons respectives vous donner le fruit de leur vol, de leur corruption. Et quand on les attrape, ils vous manipulent, la cause devient une cause commune. On nous aime, balingaka bisote. Bisote ozana koana baza contre biso. Mais l'argent, quand il le bouffait seul. Peut-être tout au plus de miettes qu'on peut venir donner de 1000 francs, 2000 francs à des gens comme ça pour s'en moquer. Mais les millions, des milliers, c'est pour eux. Des maisons qu'ils construisent, c'est pour eux-mêmes. Ils logent dans ces maisons dans lesquelles vous ne logerez jamais. Vous avez vu des photos qui ont circulé, comment ils font des fêtes en Europe avec leurs femmes, leurs enfants. Vous n'avez pas cela. Mais quand on vient vous prendre pour vous mettre là à marcher, venir défendre la cause de tel individu, vous laissez prendre là-dedans. Mais c'est inconséquent comme attitude. Donc c'est ça que je voulais dire. On ne peut pas, après avoir commis de tels gestes, aller prendre une population comme ça pour qu'elle vienne soutenir votre cause alors que l'argent vous l'avez bouffé seul. Donc j'ai dit que ce que nous attendons aujourd'hui, que la justice soit établie, que la justice soit rendue et que les auteurs de ces actes-là puissent assumer la responsabilité des conséquences qui peuvent en découler. C'est tout. Votre message est très clair, nous comprenons, mais vous, en tant que parti SID et aussi membre de la coalition Lamuka, quel avenir donnez-vous à la coalition Cash FCC qui gère le peuple congolais? Vous savez, madame, du faux ne peut pas sortir quelque chose de bon, quelque chose de vrai. La coalition Cash FCC se construit sur base du mensonge électoral. La coalition FCC Cash se construit sur base de mensonges entre eux. Les deals qui a été signé, engagé, M. Katou, M. Kamere et M. Tshisekedi. Les autres, on les a impliqués sans toutefois qu'ils comprennent, qu'ils analysent, qu'ils sachent quelles sont les vraies clauses de ces deals-là. Alors, sur cette base, les gens travaillent un peu, naviguent à vue. Ils naviguent à vue.
Donc, sur la base du mensonge, sur la base de nos vérités, comment pensez-vous que le Congo puisse en tirer quelque chose de bon? Et voilà la conséquence, nous en sommes. Nous en sommes. Vous voyez des gens, FCC qui sait que moi, je voulais bien garder la présidente de la République. J'ai fait une tentative de changer la Constitution. Je n'ai pas réussi. J'ai fait comment est-ce qu'on a appelé ça encore? M. Kabila qui est resté 2 ans en plus au pouvoir. Voilà. Il est resté au lieu de ces élections en 2016. On a eu glissement. On a eu les élections qu'en 2018. Donc en faisant un glissement de 2 ans, cherchant comment rester toujours au pouvoir. Maintenant que la pression internationale et nationale l'a poussé à pouvoir quand même accepter qu'on organise des élections, il dit mais je fais quoi moi maintenant? Je vais avec tout ce que j'ai commis comme comment je peux dire des actes de détournement, de tueries. Quel sera mon avenir? Il faut que je maintienne le pouvoir. Je vais donner, alors que M. Fayulu a été élu, on ne proclame pas Fayulu, on va donner à M. Félix le pouvoir, mais je vais serrer M. Félix avec un parlement que je vais gonfler avec mes membres, un Sénat, et puis les territoriales, tout ça, il a pris ça en son compte pour faire pression à M. Félix. Et c'est ça la situation. Jamais le FCC peut accepter, eux qui ont échoué sur tous les plans pendant ces presque 20 ans, qu'ils acceptent que M. Félix puisse réussir quelque part. C'est inconcevable. Donc le jeu politique aujourd'hui entre FCC, c'est un jeu de dupes où chacun essaie d'avancer son pion contre l'autre. C'est ça la vérité. Et ne pas comprendre cette situation, c'est dommage, c'est malheureux. Donc le pays n'en tirera jamais profit. Jamais. Cette coalition FCC a permis à Jean-Marc Aboud, autrefois d'être premier vice-président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est destitué. Mais à travers cette destitution, tout le monde remarque que l'UDPS se déchire. D'un côté, c'est le directoire qui dit avoir pris acte à cette démission et propose au parti de pouvoir chercher quelqu'un d'autre qui va remplacer à Jean-Marc Aboud, mais aussi des militants qui manifestent et qui estiment plutôt que c'est une stratégie de Joseph Kabila de pouvoir diviser définitivement l'UDPS comme il l'a fait à Palou, etc. Quel est votre avis? Mais si c'est une stratégie de M. Kabila de diviser l'UDPS, en fait de tuer, comme on peut le dire, politiquement l'UDPS, mais c'est à l'UDPS d'en tirer des conséquences. Et tout le monde, on l'avait dit bien avant. C'est maintenant que l'UDPS puisse s'en rendre compte que maintenant, du moment où ils avaient accepté les deals, ils s'engageaient déjà dans ce processus de l'autodestruction. Ils devaient le savoir. Et tout esprit averti l'avait su. Et on l'avait dit. Aujourd'hui, ils n'ont pas à s'étonner parce qu'ils se sont jetés pieds et mains dans le piège. Ils devaient le savoir. C'est-à-dire que la division de l'UDPS n'est qu'une conséquence justement de ce que je viens de relever ici, du deal qu'ils ont signé et du mensonge qui a entouré justement ces accords-là. C'est tout simplement ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui s'étonner qu'on en arrive là. C'était déjà prévisible. C'était prévisible. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Dernière question, la banque Exim Bank avait empoché ou encaissé 555 millions pour la construction d'un aérogare à l'aéroport international de Djibouti, chose qui n'a pas été faite jusqu'aujourd'hui. La population veut savoir aujourd'hui, la banque se charge de pouvoir rembourser cette somme à la République. C'est du détournement ou qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce n'est pas la banque qui restitue à la République. On demande à la République de restituer ces montants-là. C'est-à-dire que nous, encore une fois, c'est la preuve justement de la mégestion qui a caractérisé les 18 ans du pouvoir de M. Kabila. C'est ça, la preuve de mégestion, de détournement qui continue encore jusqu'à aujourd'hui. On a mis un système de gouvernement dans ce pays qui n'est qu'un système de destruction du pays. Un plan bien programmé pour détruire le pays. Des millions et des millions au nom du pays, mais qui n'ont pas servi au pays.
Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais il faut demander, je demande au Parlement, à nos députés qui sont là d'ailleurs, le gouvernement doit nous expliquer où sont partis ces 550 millions. L'honorable de la Mouka, bon, le nom m'échappe, il a déjà introduit justement dans le cadre de sa commission parlementaire une sorte de requête pour que le gouvernement aujourd'hui puisse, à travers le ministère évidemment des infrastructures, puisse expliquer qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent, qui avait d'abord pris ça, qu'est-ce qu'on en a fait, comment est-ce que l'État doit aujourd'hui rembourser quelque chose si on n'arrive pas à nous montrer de manière claire, carte sur table, ce qui a été fait avec cet argent. Nous sommes là dans la même figure de ces problèmes de 200 millions de M. Albert Youma avec la GECAMINE. Et vous avez plusieurs dossiers comme ça en termes de millions. Alors que le peuple congolais est en train de souffrir, mais les individus vous détournent des millions comme ça sans se gêner, sans hésiter, sans se reprocher de quoi que ce soit. Et ce sont les mêmes qu'on protège encore aujourd'hui. Le gouvernement qui est en place, vous qui parlez de l'état de droit, mais il n'a pas la capacité de mettre en cause tous ces voleurs-là des deniers publics. Et quand nous parlons du dossier Kamere, bon, ça ce n'est rien par rapport à des dossiers comme ceci, de 200 millions, de 300 millions à gauche, 500 millions à droite, autant de millions comme ça. Mais ces gens-là doivent nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là. C'est tout ce que nous pouvons attendre. Qui nous explique? Votre dernier mot? Si j'ai un dernier mot, moi je reviens toujours au peuple congolais. Le peuple congolais qui a voté massivement il y a 1 année et demie en faveur du président Martin Fayulu est en train de se rendre compte que ce deal qui a caractérisé la mise sur pied d'un gouvernement non issu de la volonté populaire a entraîné la misère. Et cette misère devient de plus en plus grave. Non simplement la misère sociale, mais est en train de faire engendrer aussi des crises politiques avec tout ce que nous sommes en train de regretter. Alors on ira jusqu'où? Il faut que le peuple s'éveille. Il faut que le peuple s'interroge. Le peuple, il est le souverain primaire. Il ne peut pas rester comme ça inactif à regarder comme si son avenir ne lui appartenait pas. En tant que souverain primaire, c'est lui qui a la destinée de tout. Alors, il faut qu'il se prenne en charge pour dire non et mettre fin à tous ces imbroglios que nous sommes en train de connaître dans ce pays pour que le pays puisse désormais vraiment marcher sur un chemin qui soit à la hauteur de ce que vaut le Congo. Parce que là où nous sommes, c'est vraiment regrettable. Nous sommes très bas. Et on ne peut pas accepter ça. Tel est mon vœu, mon souhait. Et j'en appelle au peuple congolais de se prendre en charge et puis de faire ce qu'il doit faire. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. À vous surtout. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Leadership, gouverneur Richard Mouyej, le plébiscite de Forbes. Politique, le système politique africain. Alternance et organisation de partis politiques, les opposants, nouvelle force du pouvoir. Interview, Jean-Marc Kabonde, l'UDPS ne cédera pas au chantage. Baudouin Maillot, au nom de quoi on nous impose la machine à voter. India Omari passe en revue le meeting du FCC. Province, les lois là-bas, coffre-fort de réserve minérale. Sud Kivu, l'impulsion salvatrice de Maître Nyamugabo. Économie, budget colossal de l'État, réalité et promesses. BIAC, 2 ans après, toujours pas de repreneur. Afrique, le poids des organisations africaines. International, la Cour pénale internationale en sursis. Dr Mukwege, un prix Nobel politisé.
Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.